L'Organisation mondiale de la santé ne se contente pas de préparer une campagne mondiale de vaccination qui permettrait à Big Pharma de s'en mettre plein les poches et à Bill Gates de préparer le puçage intégral de la population mondiale, apportant la touche finale au projet cauchemardesque d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. En matière de santé, l'OMS s'occupe de bien d'autres choses que de virus et de vaccins, et voilà bien longtemps qu'elle se pique de parler de sexe, ou plus précisément de santé sexuelle. Car quoi de mieux pour parler sexe quand on est une organisation sanitaire que d'invoquer la santé sexuelle? C'est dans les années 70 que l'organisation évoqua la chose pour la première fois. La santé sexuelle, c'est, je cite, l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, réalisés selon des modalités épanouissantes qui valorisent la personnalité, la communication et l'amour. Ah, on ne voit pas bien le rapport avec la santé, mais il doit y en avoir un quand même puisqu'ils le disent. Voyons ce qu'ils disaient de la santé en 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé, ce serait donc l'absence de maladie plus le bien-être. Le bien-être, c'est bien ça, non ? En 2002, l'OMS peaufina sa définition de la santé sexuelle. Désormais, on ne parlerait plus d'amour mais d'autre chose. Je cite. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Fin de citation. Ça se précise. L'OMS va vouloir s'occuper de notre bien-être, de nos relations sexuelles, de nos expériences sexuelles, de notre plaisir, de l'absence de risque, de coercition, de discrimination ou de violence. Il serait donc sain d'avoir des expériences sexuelles sans risque. Quel risque au fait? La violence, ça se soigne, docteur? Et c'est quoi la discrimination? Ça a un rapport avec la santé? Le principe de discrimination porte en soi une justice et une équité bienveillantes. Discriminer, d'après le dictionnaire, c'est différencier en vue d'un traitement séparé. Cela signifie donc considérer deux éléments distincts avec des approches distinctes. On ne remplit pas l'assiette de papa comme celle du bébé. On ne demande pas à un débutant le résultat d'un confirmé. On ne demande pas le même effort physique à un athlète ou à un gringalet. Si l'égalité demande que tout le monde soit traité de la même manière, l'équité sait qu'il faut discriminer pour être juste. C'est en discriminant les femmes que la loi, en 1892, entendit les protéger en interdisant de les faire travailler la nuit. Et c'est au nom de l'égalité que ce principe fut aboli et qu'aujourd'hui, n'importe quelle mère isolée peut aller revendiquer de travailler la nuit. Or, depuis l'invention des droits sexuels pour tous, il n'est pas de texte émanant des cinglés qui nous dirigent qui n'exige que nous luttions contre les discriminations, au nom de l'égalité bien sûr, tarte à la crème du progrès que personne ne réclame, mais que nos élites exigent de nous. Savourons d'ailleurs ce qu'en dit l'actuel directeur général de l'OMS. L'OMS ne peut œuvrer efficacement en faveur de l'égalité des sexes et de l'équité en santé sans examiner sa propre situation à cet égard. L'organisation s'engage en faveur de l'inclusion, de la diversité et de la parité homme-femme, ce dont témoigne la nouvelle équipe de direction du directeur général qui comporte plus de femmes que d'hommes. Il y a donc la parité quand il y a plus de femmes. Cela veut-il dire qu'il faut plusieurs femmes pour faire un homme ? Disons-le tout net, l'OMS est à la pointe de la promotion des droits sexuels. La Déclaration des droits sexuels, publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération internationale du planning familial, qui planifie la famille par la promotion à tout va de l'avortement pour toutes et vit du trafic de fœtus, a été validée par l'OMS en 2015 lors de la publication d'un document intitulé « Santé sexuelle, droits de l'homme et le droit », où il est écrit en préambule « Les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés ». Pour ceux qui ne savent pas encore, voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF, nom international du planning familial, les a définis en 2008. Article 1er, c'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. On a bien entendu. Il n'y aura plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sexe, ce n'est plus le moyen de se reproduire, c'est le moyen de jouir. Et il y a pour nous expliquer de grands savants qu'on appelle des sexologues. Et la chose ne date pas d'aujourd'hui.
Voilà près d'un siècle qu'en Allemagne, en 1921, s'est tenue une première rencontre de sexologie organisée par un certain Magnus Hirschfeld. 5 ans plus tard, son compatriote Albert Moll en organisait un autre et les congrès de sexologie vont se suivre jusqu'à la décapitation totale du mouvement en 1933. Il n'est pas aisé de dire pourquoi les nazis ont mis fin à la grande vague sexologique. Était-ce parce que ses dirigeants étaient tous juifs? Parce qu'ils étaient de gauche? Ou bien parce qu'ils étaient tous homosexuels? Ou alors, simplement parce qu'ils corrompaient la jeunesse. On ne sait pas. Toujours est-il que la sexologie allemande d'avant-guerre fit la part belle à l'homosexualité et que de ce point de vue, il est aisé de comprendre que la chose avait peu à voir avec la reproduction de l'espèce. Séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe, la chose semblait couler de source pour ces praticiens de la sodomie. Or donc, le sexe n'est plus pour faire des bébés mais pour jouer avec. C'est en tout cas ce que vont nous affirmer tous les organismes dépendants des Nations Unies auxquels l'OMS va apporter sa caution. Mais revenons au droit sexuel de l'IPPF. Quand on a compris que le sexe n'est plus relié à la reproduction de l'espèce, reste à comprendre qu'il nous sert à jouir et que jouir est devenu un droit. Un droit, il y a les droits de l'homme et parmi ceux-ci, les droits sexuels. Il précise, chacun doit pouvoir contrôler tout ce qui touche à sa sexualité en tenant compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Les enfants auraient donc également le droit de jouir, et oui, mais il faudra tenir compte de leur âge. Lequel ? Référons-nous de nouveau au document de 2015. L'OMS y précise que, je cite, « D'un point de vue juridique, les adolescents de moins de 18 ans sont reconnus comme détenteurs de tous les droits de l'homme. » Et elle définit les adolescents comme des personnes âgées de 10 à 19 ans. À partir de 10 ans, un enfant peut donc jouir des droits sexuels, mais en tenant compte de ses capacités évolutives. La formule relève du miracle. Elle réussit à faire croire qu'elle dit quelque chose alors qu'elle ne dit rien, ni qui tiendra compte de quoi, ni à quel propos. Et ces capacités évolutives sont la seule restriction qu'on trouvera dans tous ces textes à l'attribution de tous les droits sexuels aux petits d'hommes à partir de 10 ans. On spécifie même qu'ils pourront progressivement exercer leurs droits tout seuls. Je cite, « Les droits et protections garantis aux personnes de moins de 18 ans diffèrent des droits des adultes et doivent tenir compte des capacités évolutives de chaque enfant à exercer ses droits pour son propre compte. » Ça s'appelle les droits de l'enfant et on annonce bien ici qu'on se passera des parents. C'est d'ailleurs spécifié plus loin. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser ses capacités maximales et se voir octroyer plus de respect pour sa capacité à prendre des décisions responsables concernant sa vie. De quel genre de décision parle-t-on ici dans un manifeste pour les droits sexuels, sinon des décisions concernant la sexualité ? Les droits sexuels doivent pouvoir s'exercer, je cite, sans intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou encore sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Fin de citation. Voilà donc le programme. Pour faire valoir les droits sexuels des personnes, il faudra mettre de côté l'ordre et la moralité publique qui sont discriminatoires. Or, c'est bien l'OMS qui a dit que la santé sexuelle implique de pouvoir avoir des relations sexuelles sans discrimination. Maintenant qu'on sait que la morale et l'ordre public sont discriminatoires, on approche de ce que l'OMS nous prépare en matière de santé sexuelle. C'est d'ailleurs précisé plus loin. La non-discrimination interdit toute préférence, distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, l'âge, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Interdire une activité sexuelle en fonction de l'âge sera donc discriminatoire, donc interdit. Interdire le sexe aux enfants sera donc discriminatoire, on ne rêve pas. C'est bien ce qui est écrit. On n'aura plus le droit d'interdire le sexe aux enfants. Ce sera discriminatoire. Et les parents là-dedans ? On ne les oublie pas. L'OMS le dit en toutes lettres en 2015. Je cite, « Les parents ont besoin d'une éducation et d'une information adéquates qui renforcent leur capacité à établir des relations de confiance avec leurs enfants adolescents afin que les questions de sexualité et les comportements sexuels puissent être discutés ouvertement et que les droits des adolescents soient respectés. On va donc éduquer les parents à ne pas perturber les droits sexuels de leurs enfants. Ces nouveaux droits impliquent le droit à une éducation spécifique. Ce sera l'éducation sexuelle à l'école. Et là, l'OMS va être plus explicite encore que l'IPPF auquel il se réfère par ailleurs. En 2010,
Elle publie les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, avec un préalable. Donner une éducation sexuelle, notamment dans les écoles, n'est pas toujours chose aisée. La démarche rencontre souvent des résistances, motivées le plus souvent par des peurs et des préjugés. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ont peur et qu'ils ont des préjugés, pas qu'ils ne sont simplement pas d'accord. Pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Une branche d'examen ? On a déjà des examens en biologie, non ? Que propose-t-on d'autre ? La masturbation, le changement de sexe, la pose de préservatif, la sodomie sans peine ? La psychologie, plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués, dit-on. Précisons, les fœtus sont sexués, ils sont mâles ou femelles, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. On introduit ici le mensonge de Kinsey qui prétendit « Children are sexual from birth ». Les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est une arnaque. Il faut lire Judith Reisman et ses magnifiques travaux. On veut nous faire croire que les enfants peuvent avoir une vie sexuelle. C'est faux. L'enfance, c'est justement la période de la vie qui précède la sexualité. Je cite les signes précurseurs de la future perception sexuelle, par exemple la capacité d'apprécier le contact physique, sont présents dès la naissance. Mais en quoi la capacité d'apprécier les contacts physiques est-elle sexuelle ? C'est réduire le sexe au plaisir qu'il procure. Mange-t-on uniquement parce qu'on y prend du plaisir ? L'éducation sexuelle commencera dès la naissance. En quel honneur ? Et en quelle langue ? L'éducation sexuelle est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. Ah oui, étayées par qui ? Par Kinsey et consorts. Kinsey était un pervers sexuel payé par l'Institut Rockefeller pour détruire la morale publique occidentale pour commencer et mondiale ensuite. Kinsey a fait violer des centaines d'enfants par des pédophiles pour observer les réactions des victimes et remplir les pages de son livre d'observations sur leurs prétendus orgasmes. Les objectifs de l'éducation sexuelle sont de favoriser le respect de la diversité sexuelle et des différences entre les sexes, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Mais c'est ici l'introduction de l'homosexualité comme norme et de l'idée qu'on peut choisir son sexe, donc on peut en changer. On favorisera le développement psychosexuel, ça le mot est beau, des individus en apprenant à exprimer des sentiments, des besoins, à mener une vie sexuelle agréable et à développer sa propre identité sexuelle et ses propres rôles de genre. Non mais l'école est-elle là pour apprendre aux jeunes à mener une vie sexuelle agréable ? On ne sait plus lire ni écrire, mais on apprend à jouir. Et ça ne s'appellerait pas de la corruption de mineurs, ça ? Comme on a décidé que l'éducation sexuelle commencerait dès la naissance, voici ce que l'OMS préconise pour les tout-petits. Avant 4 ans, c'est-à-dire de 0 à 4 ans, on renseignera l'enfant sur la grossesse et la naissance des bébés. En quelle langue ? L'égalité entre les sexes au berceau. Les différentes manières de devenir l'enfant d'une famille. Mais ça veut dire qu'on veut apprendre aux enfants qu'il y a autre chose que papa et maman, c'est quoi ça ? La masturbation. Mais oui, c'est comme ça, c'est marqué. Et on fait comment ? Autrement qu'en le manipulant ? La citation exacte est « Informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine, précoce ». À présent, le programme pour les enfants âgés de 4 à 8 ans. La reproduction humaine, de 4 à 8 ans. La consolidation de son identité sexuelle, fille ou garçon, pour le cas où ils auraient des doutes, pauvres gamins. La masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. Mais c'est en toutes lettres, je sais qu'on ne me croit pas, il faudra aller regarder. Les différentes conceptions de la famille. C'est quoi les différentes conceptions de la famille ? C'est pas l'introduction du mariage gay, ça ? Et les abus. On va parler des abus et dire que certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Ah bon ? Abus égale violence ? Donc, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. On ne serait pas en train d'introduire l'idée de consentement et de dire que s'il n'y a pas eu violence, c'est que le gosse était d'accord. Les relations entre les personnes de même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Et oui, on promet donc bien ici l'homosexualité. Quoi d'autre ? La conscience de pouvoir choisir et affirmer « mon corps m'appartient » avec son corollaire. J'ai le droit de dire non, c'est-à-dire j'ai le droit de dire oui. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. Attendez, à 5 ans. À 5 ans. La référence à la masturbation reviendra à tous les âges, de 4 ans à la sortie du lycée, âge auquel on parlera des relations sexuelles transactionnelles, autre mot pour dire prostitution.
L'UNESCO ne saurait prendre parti dans le grand débat sur l'éducation sexuelle à l'école sans que l'OMS y apporte sa caution. Ce fut le cas en mai 2010, quand l'agence dédiée à l'éducation et à la culture publia ses principes directeurs destinés à tous les professionnels de l'enseignement. Précisons que la présidente de l'UNESCO, l'agence située à Paris, est Audrey Azoulay, qui fut ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy et signa en 2017 un décret autorisant l'accès des mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma. La raison de cette décision ? Eh bien, cette interdiction n'est plus justifiée aujourd'hui en raison des changements de mœurs et de mentalité. Ça, c'est de la culture. Or donc, sous le patronage de l'OMS, voici ce que nous prépare l'UNESCO à l'horizon de 2030 en matière d'éducation, de santé et bien-être, d'égalité des genres, Il n'y a pas si longtemps, les gens avaient un sexe et les mots un genre. Le temps change avec la théorie du genre, la théorie du même nom. Ce guide nous apprend que de plus en plus de jeunes ont réclamé leur droit à une éducation à la sexualité. C'est explicite, on parle bien ici de pratique sexuelle, pas de reproduction. Mais depuis quand est-ce que l'éducation consiste à répondre à la demande des jeunes ? A-t-on pensé à leur apprendre à rouler des pétards ou à conduire sans permis ? Trop de jeunes, dit-on, reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeur. Eh oui, les valeurs n'ont plus lieu d'être depuis que la sexualité c'est la santé. Et pourtant, la vie sexuelle se pratique avec des valeurs. Faut-il le rappeler que la sexualité impliquant l'autre, c'est à ce titre que la morale ne saurait en être exclue. À moins qu'on ne décide, et il faudra alors le dire, de préparer un monde de prédateurs occupés à satisfaire toutes leurs pulsions au nom du droit de jouir. Exit donc la morale, vieille lune totalement anti-scientifique et empêcheuse de jouir en rond. La sexualité va devenir immorale, amorale, et ce sera l'école qui le fera savoir à vos chères têtes blondes sous le patronage de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Mais enfin, ne faut-il pas protéger les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle ? Évidemment, mais on pourrait commencer par leur recommander de jouer à des jeux de leur âge. La sexualisation des enfants peut-elle être combattue par la sexualisation des enfants ? L'éducation à la sexualité doit commencer, assure-t-on, avant que les jeunes soient sexuellement actifs. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, parce que. Aucune autre raison. Parce que c'est comme ça. Or, je signale que c'est un crime et que c'est puni par la loi. Ça s'appelle l'attentat à la pudeur et la corruption de mineurs. L'UNESCO n'oublie pas, comme ont fait avant elle l'OMS et l'IPPF, de dénoncer les inadmissibles mutilations sexuelles féminines. Veut-on une preuve que les justifications de ce programme sont fallacieuses ? Comment peut-on lutter contre les discriminations, réclamer à corps et à cri l'égalité, vouer aux gémonies les mutilations féminines sans toucher aux masculines ? On se moque de nous. Pour lutter contre les avortements clandestins, on promeut bien évidemment l'avortement sûr. On n'a jamais pensé à promouvoir la naissance, ni l'abstinence, ni suggéré de jouer à des jeux de son âge. Ce n'est jamais en option. Santé sexuelle, c'est liberté, et liberté, c'est avortement. Partout, tout le temps, dans tous les textes, en permanence. À chaque fois qu'il sera question de santé sexuelle, de droits sexuels, de libération des femmes, de droits des femmes, reviendra comme une scie, comme un leitmotiv obsessionnel, le droit à l'avortement. Pour toutes, partout, tout le temps. L'avortement par aspiration, l'avortement par pilule, l'avortement à l'école, à l'infirmerie, l'avortement derrière le dos des parents, et mieux, derrière le dos du mari. Mais oui, les droits sexuels sont avant tout des droits de l'homme, et les droits de l'homme, c'est aussi le droit des femmes. Et l'avortement est un droit des femmes. Et les femmes ne sont pas des mineurs, elles ont le droit de décider pour elles-mêmes. Les partisans de l'avortement, pour toutes, se vantent d'avoir obtenu que l'Indonésie ait aboli une loi obligeant une femme qui veut avorter à obtenir l'accord de son mari. La chose est ainsi décrite. Cette loi a été jugée contraire à la loi nationale sur les droits de l'homme et aux engagements internationaux du pays en matière de droits des personnes pour décider si, quand et à quelle fréquence il faut avoir des enfants, sans contrôle ni contrainte de la part du gouvernement ou de tiers. Si une femme est enceinte, elle peut se faire avorter sans l'accord de son mari puisque celui-ci est désormais considéré comme un tiers. Un tiers ! Dans le couple, il y a désormais la femme et un tiers. Et on appelle ça les droits de l'homme. Mais c'est quoi un homme pour ces gens ? Le programme de l'UNESCO entend lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe, paraît-il, l'apprentissage à l'école. Au fait, comment sait-on qu'un élève est homosexuel ? À quel titre faut-il lutter contre les violences homophobes, puisque contre n'importe quelle autre violence ?
À quel titre devrait-on discriminer les violences qu'on combat et celles qu'on laisse faire? Peu importe, on luttera contre l'homophobie, néologisme qui vaut aux gémonies quiconque ne plie pas devant les diktats d'un lobby tout-puissant qui prétend lutter contre un taux de suicide des jeunes homosexuels totalement imaginaire. Dans un souci pédagogique évident, le texte dénonce l'augmentation de l'accès à une pornographie violente. Et la pornographie non violente, ça va? Bande de malades. Voici ce que préconise l'UNESCO pour les 5-8 ans. On commencera par les gaver de l'égalité des sexes dans la famille, mais de quoi je me mêle? On leur fera lister aussi les bonnes et les mauvaises relations. C'est aux gosses de trouver ça? On leur fera identifier des valeurs importantes que sont l'égalité, le respect et la tolérance. Mais importantes pour qui? C'est 100% idéologique, l'école n'est pas là pour ça. Et on aimerait connaître les compétences des enseignants sur ce sujet. On leur apprend qu'il existe des touchés corrects et des touchés non corrects et on leur demande de les lister à 5 ans. Quelquefois, les touchés sont mauvais pour les enfants. On peut savoir lesquels au juste? Un gosse a dit un jour à son papa que je connais qu'il faisait sauter sur ses genoux « Mon corps m'appartient ». Ouh. On leur montrera quoi faire quand quelqu'un les touche de la mauvaise manière. Et quelle est cette mauvaise manière de toucher? On peut savoir. Les enfants devront pouvoir affirmer que des gens montrent leur amour pour les autres de différentes façons, comme par les baisers, les câlins et parfois des attitudes sexuelles. De quoi parle-t-on? D'attitudes sexuelles à des gosses de 5 ans? Mais il y a une confusion totale. Essaye-t-on ici de dire qu'en ayant une attitude sexuelle, on montre son amour? On explique que tous les enfants doivent être désirés et soignés. Ah bon? Et s'ils ne sont pas désirés, on en fait quoi? On les retire à leur famille pour les donner à d'autres? On va leur montrer la différence entre le sexe biologique et le genre. Le genre qui n'existe pas. C'est la théorie du genre qui justifie les opérations de changement de sexe qui pourront se faire derrière le dos des parents au titre du droit des enfants. Voici le programme pour les 9-12 ans. Attention, danger! Les parents, éducateurs ou autres membres de la famille aident les enfants à acquérir les valeurs et aident les enfants à prendre leurs propres décisions. Les enfants n'ont pas à prendre des décisions, ce sont les parents qui le font. On sape ici l'autorité parentale à partir de 9 ans. Les parents ne sont plus là que pour conseiller. Alors qu'on est censé parler ici d'éducation sexuelle, quel est le rapport? Ça se rappelle les droits sexuels accordés à tout le monde sans discrimination sur l'âge. Les enfants ont des droits sexuels et ils ont le droit de prendre leurs propres décisions. C'est clair? Les parents ne pourront plus s'opposer à une relation sexuelle de leur enfant avec qui que ce soit si l'enfant l'a décidé. On fera connaître que tous les membres de la famille peuvent promouvoir l'égalité dans la famille. Les enfants de 9 ans vont promouvoir l'égalité entre papa et maman, mais de quoi tu te mêles? Les valeurs familiales saines impliquent la coopération, l'amour, l'égalité des genres, le respect mutuel. Et l'autorité, elle a disparu. On leur expliquera que la masturbation commence à la puberté et même avant. On a affaire là à des gosses de 9 ans. On leur apprend donc bien la masturbation, non? Comment connaissent-ils le mot? Ils sont préadolescents. C'est de l'incitation pour ceux qui n'y ont pas pensé. On est passé de la diabolisation d'hier à la promotion aujourd'hui. On va discuter avec eux de l'importance de décider en toute connaissance de cause d'avoir ou pas des relations sexuelles. Ils ont 9 ans. On explique comment poser des préservatifs masculins et féminins pour réduire le risque de grossesse non désirée, ce qui est un pléonasme en demeurant. Pour les 12-15 ans, on va rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Qui a qualification pour parler de ça? Qui a défini ces problèmes et qui prétend leur trouver des solutions? Et c'est quoi le problème? Celui des couples gays? On fait bien ici l'apologie de la marge en culpabilisant la norme. On leur apprendra à faire la différence entre les mythes et les faits en matière de sexualité. On oppose les mythes aux faits, mais quels faits? Quels mythes? En fait, on fait relever la morale des mythes et la licence des faits, c'est-à-dire de la science. C'est l'évacuation de la morale. C'est Kinsey, le prédateur, le menteur, le pervers, utilisé par l'Institut Rockefeller pour détruire la morale et la famille. On leur inculquera que c'est à eux de décider quand et avec qui avoir des relations sexuelles. C'est la validation de leur consentement à 12 ans, hors de toute morale importune. On va discuter des relations sexuelles transactionnelles. C'est bien le nouveau mot pour prostitution, non?
Et on va discuter des risques qu'elles impliquent. Les risques, la morale est évidemment totalement absente. C'est monstrueux, il n'y a plus d'autorité parentale pour interdire à une fille de faire la putain. On pourra dire non à la putophobie, reconnaissance du travail sexuel. Ils ont 12 ans. On évoque la contraception d'urgence, c'est-à-dire l'avortement médicamenteux. En France, on prévient les gamines qu'elles peuvent se faire avorter discrètement à l'infirmerie de l'école, mais on leur spécifie qu'elles ont le droit de prévenir leurs parents. Non mais encore heureux. On insiste sur les risques inhérents à la grossesse précoce et aux grossesses rapprochées, à 12 ans. Pour les 15-18 ans, il existe des relations saines et des relations malsaines. Ok, lesquelles ? On fera reconnaître que tout le monde peut devenir parent indépendamment du genre, de la maladie comme le VIH, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est bien la GPA-PMA, non ? De quoi parle-t-on ? En tout cas, c'est la validation du mariage pour tous. Parlons relations transactionnelles. On rappellera que les relations transactionnelles peuvent limiter la possibilité de sexe sans risque. On dit ici que faire la pute, c'est risqué, la pute ou le pute au demeurant. Sous-entendu, si vous prenez suffisamment de précautions, allez-y. Mais c'est pas de la corruption de mineurs, ça. Vivre sa vie sexuelle librement implique de savoir comment éviter les maladies et les grossesses non désirées. La grossesse est définitivement présentée comme un risque, comme un mal. C'est la validation de la sexualité comme source de plaisir et non transmission de la vie. Les élèves doivent évaluer les risques et les avantages de l'adoption. Mais c'est l'adoption comme un droit. L'adoption de qui ? Le droit à l'adoption sous-tend le trafic d'enfants. L'adoption est une option pour des gens qui ne sont pas prêts ou pas capables de devenir parents. Pas prêts pourquoi ? Parce qu'ils sont trop jeunes et alors ils peuvent adopter ? Pas capables pourquoi ? Parce qu'ils sont homosexuels ? C'est un droit sur les enfants des autres. L'ouverture à la GPA et la PMA, c'est l'arrachage des enfants aux familles, pas dans la norme. C'est ce qu'on a vu faire en Angleterre et en Europe du Nord. C'est ce qu'on voit de plus en plus apparaître en France. C'est l'horreur absolue. Dans ce vaste programme de promotion du sexe pour tous, avec tous, sous couvert d'avortement libre et gratuit à tout âge, se révèle une atteinte des plus graves à la parentalité. Si on imagine qu'on pourra s'élever contre ces façons de faire pour en protéger ses enfants, on se trompe. Voilà ce qu'affirme l'OMS en 2015 dans son guide dont l'élaboration a été financée notamment par l'Open Society de George Soros. Les parents tuteurs peuvent envoyer leurs enfants dans une école de leur choix avec des approches éducatives religieuses ou autres, mais les écoles elles-mêmes sont soumises à une réglementation par le droit national, notamment en ce qui concerne la fourniture d'une éducation sexuelle obligatoire. Ni les parents ne sont censés s'opposer à ce programme, ni aucune clause de conscience s'opposer à la multiplication des avortements tous azimuts. Les normes internationales en matière de droits de l'homme stipulent clairement que, bien que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion soit protégé par le droit international des droits de l'homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut être soumise à des restrictions afin de protéger les droits de l'homme. Les États ont la responsabilité particulière de veiller à ce que les adolescents ne soient pas privés d'informations ou de services de santé sexuelle et reproductive en raison de l'objection de conscience des prestataires. Au nom de la santé sexuelle, l'OMS est derrière toute une entreprise mondiale de corruption de la jeunesse par le sexe et une culture de mort. Il faut lire les documents issus de l'OMS ou parrainés par l'OMS. On en donnera la liste en annexe. Il faut le voir pour le croire. L'organisation soutient les droits des clandestins, des prisonniers, des transsexuels qui doivent pouvoir bénéficier non seulement des fonds publics pour des opérations de mutilation irréversibles, mais également de la modification de l'état civil. Rien ne semble devoir être oublié dans cette litanie de négation de la réalité et de total renversement des valeurs. C'est l'OMS qui, le 11 mars 2020, a qualifié de pandémie l'apparition de la Covid-19, déclenchant par le monde une réaction de panique et une atteinte sans précédent à la liberté des peuples. Quantité d'avis de médecins de par le monde nous permettent de comprendre qu'il s'agit, en interdisant l'accès aux médicaments traditionnels et bon marché qui ont montré leur efficacité, d'une gigantesque escroquerie destinée à promouvoir la vaccination de masse et le programme de puçage des populations. L'OMS n'est plus, s'il a jamais été, un organisme indépendant soucieux de santé publique, mais le bras omniprésent d'une politique criminelle promue par Bill Gates, l'ami de Jeffrey Epstein, et ce qu'on appelle désormais Big Pharma.
Le 12 mars 2020, le gouvernement français renouvelait l'accord cadre de coopération renforcée avec l'OMS jusqu'en 2025. Le gouvernement français s'est donc autorisé, à l'encontre de la procédure imposée par l'article 53 de la Constitution, à soumettre le pays aux normes sanitaires de l'OMS, organisation devenue totalement illégitime par son financement quasi privé et qui promeut partout la corruption des mineurs et la destruction de l'enfance et de la famille. Réveillez-vous!